En février prochain, cela fera 25 ans qu'avec Pierre Druil et Luis Pereira da Silva de l'Institut Pasteur, nous avons conçu ce qui, quelques mois plus tard, s'est appelé le projet Dielmo et qui, en 2013, se poursuit toujours. Dans cette présentation, je voudrais surtout montrer comment ce projet aide à comprendre le phénomène majeur qui est observé au Sénégal depuis 5 ans maintenant, celui de l'effondrement du paludisme, phénomène dont l'ampleur est tout à fait spectaculaire quand on se souvient que en fin de saison des pluies, dans quasiment toutes les régions du Sénégal, il y a 10 ans, 15 ans, l'indice plasmodique des enfants dépassait le plus souvent 50%, souvent atteignait 80%, et qu'actuellement on trouve difficilement des régions du Sénégal où cet indice plasmodique est supérieur à 5% en fin de saison des pluies. Donc ce projet associe l'IRD, les instituts Pasteur, le ministère de la Santé, l'UCAD et de nombreuses collaborations aussi. Alors pourquoi Dielmo ? En 89, j'avais choisi Dielmo pour une raison très particulière. Il est situé au bord d'une petite rivière où les gîtes larvaires sont permanents et la transmission est intense et permanente toute l'année. J'arrive à ce moment-là du Congo, c'était un véritable coin de Congo au Sénégal. Je me suis dit, il serait toujours temps de trouver des villages sénégalais au Sénégal. En fait, ce qu'on a vu par la suite, c'est que finalement, il y a beaucoup de Dielmo, non seulement dans le Ciné Saloum, mais aussi au Sénégal oriental et en Haute-Casamance. Et ce qu'on croyait être une exception, avec cette transmission aussi importante comme ça, est un phénomène qui est finalement très très fréquent, même au Sénégal et même dans d'autres régions soudano-sahéliennes. Donc la transmission en début de projet était de 200 piqûres infectantes par personne par an et elle a atteint jusqu'à pratiquement 500 piqûres infectantes par personne par an en 2010. 89% des gouttes épaisses des enfants étaient positives en juin 89, en fin de saison sèche, quand on a commencé le projet. Alors la population suivie, nous sommes passés de 254 villageois, début 90, quand le projet a commencé, c'était l'ensemble de la population, à 499 villageois actuellement suivis au 1er janvier 2013. Les nouveaux inclus entre 90 et 2012 ont été 264 nouveau-nés et 244 migrants, principalement suite à des événements familiaux et principalement le mariage. Donc sont sortis de l'étude entre 90 et 2012, donc 64 décès, 173 migrants et 60 refus du protocole. La plupart de ces refus étaient d'ailleurs chez les personnes qui séjournaient de courte durée dans le village. Au total, donc 802 villages ont été enrôlés dans le projet, dont 776 bien suivis qui ont été retenus dans les analyses. Alors, les modalités du suivi, elles sont restées inchangées là depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, c'est au départ un relevé quotidien de la présence dans le village pour savoir présents et absents, déjà, les déplacements et surtout la survenue d'épisodes fébriles et d'accéphalus, ceci par détection active, par visite à domicile et relevé de la température, en particulier des enfants, au moins 3 fois par semaine, et passive avec le dispensaire construit pour le projet qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une goutte épaisse pour tous les épisodes de fièvre, une goutte épaisse systématique mensuelle, ainsi qu'un prélèvement capillaire pour la sérologie, et sont également suivis transmission, résistance, utilisation de moustiquaires. Pour le traitement des accéphalus, il y a eu 5 périodes différentes. En début de projet, la résistance à la chloroquine était en train d'exploser au Sénégal, donc nous avions voulu un médicament totalement efficace et c'est pour ça que nous avons choisi le Kinimax oral. En fait, au bout de 5 ans, on a commencé à avoir des problèmes, et en particulier un cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique mortelle. Et donc, nous avons donc arrêté le Kinimax à ce moment-là pour revenir à la chloroquine, malgré les résistances. En novembre 2003, donc, le ministère de la Santé a décidé d'abandon de la chloroquine au niveau national et la modiakine plus SP ont été adoptées. En juin 1966, artesunate plus amodiakine a été adopté aussi partout au Sénégal comme à Dielmo. Et en juillet 2008, les moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été introduites à Dielmo.
Jusqu'à 2011, seuls les acéphalus confirmés, c'est-à-dire très haute parasitémie, au-dessus du seuil pyrégène, étaient traités, et ceux-ci principalement les groupes d'âge à risque de décès, donc les jeunes enfants, les femmes enceintes, etc. Et depuis 2011, toutes les fièvres avec parasitémie palustre sont traitées, reçoivent des antipaludiques. Alors, point de vue morbidité palus, entre 90 et 2012, donc 776 villageois âgés de 0 à 101 ans ont été suivis pendant près de 2 400 000 personnes jour. Nous avons détecté 23 546 épisodes de fièvre, 15 132 est associé à une parasitémie palustre et 8 240 parmi eux, plus de 8 000 ont été attribués au paludisme sur les arguments de densité parasitaire, avec 8 243 dus à Plasmodium falciparum, 290 à Plasmodium malariae et 219 à Plasmodium ovale. Nous avons eu 3 décès directement attribuables au paludisme, plus 2 par effet secondaire des antipaludiques utilisés. L'un, le cas de biliose hémoglobinurique dont j'ai parlé, et un autre par faute thérapeutique de notre part avec un surdosage en chloroquine chez un nourrisson. Alors, quelques observations remarquables. Les 3 décès dus au paludisme en 22 ans, donc, sont tous les 3 survenus chez des nourrissons. Tous avaient été correctement diagnostiqués dès le premier jour de fièvre, traités et suivis, parfaitement suivis, dès le début des symptômes. Tous appartenaient à la même famille, avec même père et même mère, ce qui évoque beaucoup une prédisposition génétique au paludisme dans cette famille, au paludisme grave. Alors, si on voit sur cette diapositive les 100 premiers enfants qui ont été suivis tous les jours depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 2 ans, à 24 mois, on voit tous vivaient à Dielmo avec des conditions d'exposition au paludisme a priori similaires. On voit les grandes différences entre enfants dans le nombre d'accès palustres. On voit qu'un enfant avait déjà fait 20 accès palustres différents à l'âge de 2 ans, tandis qu'un autre n'en avait fait aucun, et que la plupart s'échelonnaient de façon très régulière, donc entre 0 et 20 accès palustres à falciparum les 2 premières années de la vie. On voit que ces différences, on les retrouve tout autant jusqu'à l'adolescence. On voit là, chez les 85 enfants qui ont été suivis tous les jours de leur naissance, enfin disons qui ont été suivis au moins pendant 10 ans après leur naissance, on voit que certains enfants atteignent déjà 100 accès palustres depuis la naissance. Ce sont des chiffres absolument considérables. Ça veut dire que ce sont des enfants qui pratiquement tous les 2 mois faisaient des accès palus et que ça a très peu diminué quand ils ont atteint l'âge de 10-12 ans. Ce n'est que vers 17 ou 18 ans que la fréquence des accès palus chez ces enfants a diminué. On voit ici là, notre record absolu d'accès palus. Il a 20 ans maintenant, il est en pleine forme, il est très sportif, très bon résultat à l'école, et il a pourtant fait plus de 100 accès palus depuis sa naissance. Donc l'autre phénomène majeur, c'est l'effondrement du paludisme auquel nous avons assisté entre 90 et 2012. Si on voit l'incidence, la prévalence de falciparum en 90, elle a été de 87%, elle n'est plus que de 0,3% en 2012. Pour malariae, on voit un déclin aussi de 36% à 0%, et ovale 10% à 0%. Chez les adultes, 58% avaient une goutte épaisse positive lors de tous nos passages de 90, on ne retrouve que 0,3% en 2012. De même, l'indice plasmodique, l'indice plénomégalique des enfants était de 90% en 90 pratiquement. Il n'y a plus que 0%, il est nul là depuis plusieurs années. En ce qui concerne la morbidité, on observe les mêmes résultats. En début de projet, en 2008, on avait une moyenne de 2,8 accès palus par an chez les enfants de moins de 15 ans. Cette moyenne était montée à 4,9 en 2000, au moment du maximum de résistance à la chloroquine.
elle n'est plus que de 0,05 en 2012, soit une densité d'incidence 98 fois inférieure en 2012 qu'elle était 12 ans auparavant. Chez les adultes, on retrouve des chiffres équivalents en tendance avec 0,4 accès par an en 90, 0,6 en 2000 et seulement également 0,05 en 2012, soit 12 fois moins d'accès palustre chez les adultes en 2012 qu'en 2000. Alors, toutes ces données de morbidité sont basées sur des calculs de densité parasitaire, mais on voit que quel que soit le critère que nous utilisons pour caractériser un accès palustre, on obtient les mêmes résultats. Là, on prend 3 définitions de l'accès palustre. Là, quand on appelle toute fièvre avec présence de parasites accès palustre, là, quand on utilise comme seuil pyrogène celui qui était en début de projet, quand les parasitémies asymptomatiques étaient extrêmement fréquentes, et là, quand on calcule les seuils pyrogènes à partir des densités parasitaires des asymptomatiques de l'année considérée. Donc on voit que pendant les 5 premières années du projet, comme ça, voilà quelles étaient donc les densités d'incidence. On arrivait en moyenne à 6 accès palus par an chez les enfants de 2 à 4 ans. Voilà, avec ce qui est donc la meilleure définition, mais on voit que ça ne change pas beaucoup. Et on voit la tendance au fur et à mesure de nos différentes politiques de traitement. Je vais revenir là-dessus dans la diapositive d'après, avec l'effondrement de la morbidité palus, quelle que soit la définition utilisée, pour la période les plus récentes. Sur cette diapositive, en fait, qui est tirée d'une publication actuellement sous presse, on voit les données mensuelles de densité vectorielle pendant donc 22 ans, avec Anopheles funessus, Anopheles gambier. On voit aussi les données mensuelles de transmission à partir de la dissection des anophèles collectés chaque mois, les données trimestrielles des indices plasmodiques lors des contrôles, enfin des gouttes épaisses systématiques en fin de mois, les fièvres non palustres et les accès à Plasmodium falciparum. On voit qu'il y a eu donc une augmentation marquée pour les accès palustres pendant la période de chloroquine. Et le fait le plus important, ça a été la première rupture, ici à partir de fin 2003, quand la chloroquine a été abandonnée, avec immédiatement la diminution de l'incidence des accès, une ampleur tout à fait surprenante, parce que ce qu'on changeait, c'était que le traitement des accès. On n'intervenait pas autrement. Donc ce seul changement de traitement par des médicaments beaucoup plus efficace, comme ça, a déjà permis de diminuer par 4 la morbidité palustre. Et à partir de là, avec l'introduction des moustiquaires imprégnés, la quasi-disparition des accès palustres. La quinine, pendant toute cette période-là, était parfaitement efficace, donc elle guérissait très bien, il n'y avait pas de résistance. Pourtant, elle n'a pas eu cet effet épidémiologique extrêmement marqué qu'ont eu par la suite l'association amodiaquine plus SP et ensuite artesunate plus amodiaquine. Il y a plusieurs phénomènes, hypothèses possibles pour expliquer ce phénomène. Alors, en conclusion, surtout souligner 4 points. L'abandon de la chloroquine en 2003, plus la synergie entre les ACT et les moustiquaires imprégnés ont provoqué l'effondrement du paludisme à Dielmo, et c'est ce phénomène aussi qui est observé partout au Sénégal. Deuxièmement, du fait de la quasi-disparition du réservoir de parasites, cet effondrement se maintient malgré l'émergence de hauts niveaux de résistance des anophèles aux pyrethroïdes et la perte d'immunité des populations. Depuis 2008, il n'y avait quasiment pas de résistance des anophèles aux pyrethroïdes quand on a introduit les moustiquaires imprégnés à Dielmo. En l'espace de 3 ans, que plus de 50% des anophèles sont résistants aux pyrethroïdes. Et malgré cela, on n'a pas eu de rebond confirmé de morbidité. Ensuite, tous les antipaludiques ne sont pas équivalents, c'est ce qu'on a vu. Ceci, même en cas d'absence de résistance,
Le Kinimax oral guérissait parfaitement les accès palustres, mais avait peu d'impact épidémiologique, probablement au rôle de la demi-vie des médicaments utilisés et probablement d'autres facteurs qu'on ne comprend pas encore très bien. Enfin, et je voudrais souligner ce point, le seul traitement précoce des accès palustres, combiné à l'utilisation de moustiquaires, peut quasiment éliminer le paludisme, même en zone de transmission intense et permanente, avec Anopheles gambier comme vecteur. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'autant on pouvait imaginer qu'en zone de transmission courte et saisonnière, on pouvait vraiment jouer sur le poids du paludisme, voir qu'on peut aussi le faire en zone de transmission intense et permanente, et très encourageante non seulement pour beaucoup de régions d'Afrique, mais je voudrais remercier naturellement tous ceux de l'IRD, l'Institut Pasteur, le ministère de la Santé et de l'UCAD, qui, à un titre ou un autre, ont eu un rôle déterminant dans ce projet depuis 22 ans. Je voudrais aussi remercier les villageois d'Yel Moyen Diop, le ministère de la Santé qui nous a toujours beaucoup soutenus, et surtout tous ceux qui chaque année nous ont aidés à convaincre les multiples audits, comités d'éthique, bailleurs de fonds et nos institutions que ça valait encore la peine d'ajouter une année de plus au projet. Ça a souvent été le plus difficile. Je vous remercie.